Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre magazine Éco-Débat, votre magazine consacré à l'actualité économique sur le continent. Les événements se sont accélérés dans l'est de la République démocratique du Congo. Depuis les années 90, la région est minée par des conflits entre factions armées étrangères et les forces loyalistes congolaises. Si les anciens présidents congolais ont joué la carte de la prudence, du silence, le président actuel, Félix Tshisekedi, entend prendre le taureau par les cornes et établir pour une bonne fois la loi. Mais voilà, il se trouve confronté à une bien triste réalité. La zone de Goma est devenue l'épicentre d'une crise armée entre les forces armées congolaises et les mouvements rebelles du M23 soutenus par plusieurs milliers de soldats rwandais. Comment justifier cette crise? Quel impact sur l'économie de la région? Quels impacts sur le marché mondial même dans son ensemble? Pourquoi cette crise qui perdure est-elle passée sous silence? On ouvre le débat avec nos invités du jour. Ladji Bamba, consultant socio-économiste, merci d'être avec nous. Je vous remercie, monsieur. Et avec nous sur ce plateau, Alain Kouadio, RSE ESG Développement local, merci d'être avec nous. Merci monsieur Stéphane, le plaisir est partagé. Alors messieurs, dans l'actualité, on le sait, l'Afrique est bousculée ces dernières semaines, voire ces derniers jours par la crise dans l'est de la RDC, la République démocratique du Congo. On sait que ce n'est pas une crise nouvelle, mais qu'est-ce qui justifie, qu'est-ce qui pourrait justifier l'escalade qui a eu lieu ces derniers jours? Je vous remercie, monsieur. Cette escalade, en fait, c'est la conséquence de ce qui s'y passe depuis quelques années. Vous savez, monsieur, il y a déjà certains observateurs avaient prévenu sur ce fait-là. En 2021, déjà, quand monsieur le président Tshisekedi avait permis à l'Ouganda et au Burundi d'envoyer des troupes sur le sol congolais pour combattre, il y a le président Kagame du Rwanda qui avait commencé à se plaindre. Et les observateurs avaient prévu déjà ce qui arrivait parce que cela représentait un conflit d'intérêts. Nous ne sommes pas sans savoir qu'il y a des troupes sur le sol congolais qui sont appuyées indirectement par des puissances étrangères. Notamment le Rwanda est cité. Et donc c'est compte tenu de ce conflit d'intérêts-là que ces groupes armés, notamment le M23, le mouvement du 23 mars, mènent ces attaques et voilà. Vous commencez, vous avez analysé cette montée des tensions prévisible pour vous, ou bien avec toutes les négociations, il y avait même des rencontres qui devaient se tenir au Mozambique ou en Angola, je crois, qui n'ont plus eu lieu finalement. On allait vers une certaine accalmie. Monsieur Stéphane, pour mieux appréhender cette question, il faut analyser les facteurs, l'origine de cette crise. Et après avoir fait plusieurs repérages, je les ai structurés en deux grandes parties. Il y a les facteurs officiels et les facteurs non officiels. Les facteurs officiels, ce sont d'autres politiques. Vous savez, l'Afrique a hérité d'une géographie des frontières qui est problématique. Parce que les pays ont été partagés, départagés sur fond d'intérêts égocentriques et d'intérêts financiers des grandes puissances internationales. Et aujourd'hui, on se trouve dans des situations assez complexes où la RDC Congo fait frontière avec le Rwanda et suite à l'assassinat du président Juvenal Habyarimana en 1994, il y a eu des déplacements massifs du Rwanda vers la RDC Congo, notamment des ex-soldats, des ex-soldats. Du coup, ces populations-là se retrouvent dans un pays qui sont armés, qui n'ont aucun document officiel, sont amenés à déployer, à développer des stratégies de suivi. Et notamment, on sait que la RDC est un scandale géologique avec des richesses minières. Du coup, il y a une instabilité qui se pose quant au contrôle des richesses de la zone Est. Monsieur, il y a encore une autre raison qu'il faut évoquer. Et cette raison-là, moi, je la mets sous l'angle des raisons non officielles. Un ancien président avait dit ceci. Et un ancien président français avait dit ceci. La crise perdue entre le Rwanda et la RDC pour une seule raison. La seule raison, c'est que la RDC est plus peuplée, est plus riche et est plus étendue que le Rwanda. Du coup, pour mettre fin à cette crise, il est important que le Rwanda prenne une partie de ce territoire tout en bénéficiant de ses richesses. Mais aujourd'hui, quand on fait une analyse assez pertinente, vous vous rendez compte qu'il y a des enjeux qui sont assez bien définis. La RDC, tout le monde le sait, est un pays riche du point de vue de ses richesses géologiques et minières. Mais pourquoi est-ce que ce pays bascule dans une instabilité depuis des décennies? En réalité, la vraie raison, c'est parce que ce pays détient des richesses. Et cette instabilité profite certainement à certaines puissances qui arrivent à utiliser ces richesses sans dépenser de grands moyens pour pouvoir alimenter leur industrie,
Pour moi, c'est la véritable raison. Et tant qu'il n'y a pas d'honnêteté dans cette affaire, la RDC sera toujours en proie à ces difficultés. Alors, permettez-moi de poser cette question parce que vous avez évoqué tout à l'heure le cas de frontières ou des populations ça et là des autres frontières. Il y a la question même de la sécurisation de nos frontières. On va dire le pays est aussi vaste qu'on peut le dire. Mais s'il a une armée, si ce pays a une armée forte, est-ce que ça ne répond pas à ces questions? Monsieur Stéphane, et le président Joseph Désiré Kabila arrive au pouvoir grâce à l'aide de l'Ouganda et du Rwanda. Et cette aide était tellement précieuse pour lui au point où son chef de cabinet était même un Rwandais. Mais il arrivait une période de son histoire où les Rwandais, les natifs congolais se plaignaient de ce que leur économie, leur pays était truffé de Rwandais et d'étrangers. Alors le président Joseph Kabila va décider de se départir de ces accords. Et suite à cette mésentente, des conflits vont encore s'exacerber et entraîner beaucoup de difficultés d'ordre sécuritaire, d'autant plus que lui-même avait du mal à restaurer l'intégrité du territoire, à restaurer la sécurité au niveau du Congo. Et aujourd'hui, quand on analyse la situation, on se rend compte qu'il y a un déficit de gouvernance sécuritaire, il y a une incapacité des forces du Congo à maintenir la sécurité. Pourquoi? Parce que ce pays a été gangréné par une crise, parce que ce pays est très vaste, parce que ce pays est en proie à des difficultés financières. Nous ne sommes pas censés ignorer que le secteur de la sécurité et de la défense est un secteur qui englobe beaucoup d'argent, qui nécessite beaucoup d'argent. C'est justement ce point sur lequel je vais vous faire réagir, vous, parce qu'on sait quand même qu'au niveau de la RDC, il y a un important contingent des Nations Unies, il y a plusieurs forces d'interposition qui sont là. Pourquoi est-ce que dans de telles situations, ces instances ou ces institutions ne réagissent pas? Monsieur Stéphane, ces institutions réagissent. Déjà, actuellement, nous parlons du M23. Ce n'est pas la première attaque du M23. Ce groupe avait été défait en 2013, notamment par les forces onusiennes avec l'armée congolaise. Donc déjà, il faut comprendre que ces institutions-là font ce qu'elles peuvent. Mais comme M. Alain le disait, le Congo est vaste. Et quand on parle d'armée congolaise, il faut savoir un peu ce que c'est que l'armée congolaise. L'armée congolaise, pour enchérir sur ce qu'il disait, en réalité, depuis quelques années, c'est juste une juxtaposition de différents groupes armés. C'est-à-dire, après certains conflits, on fait des négociations, on décide d'intégrer une partie de ces groupes-là à l'armée, et ainsi de suite. Il y a même eu des soldats d'origine rwandaise et autres qui avaient été intégrés à cette armée-là. Donc déjà, il y a ce problème-là. L'armée congolaise déjà constitue un problème. Les forces internationales pourront faire ce qu'elles peuvent, mais elles ne feront pas tout. Parce qu'elles ont un mandat et elles ont certaines limites, en fait. Donc déjà, il y a ce problème-là qui se pose. Et quand on est un pays de la taille du Congo, excusez-moi, mais on se doit d'avoir une armée de la taille comme celle du Nigeria. Parce que c'est une grande population, c'est une superficie incroyable. Donc, de ce fait-là, déjà, on peut dire que ça limite le champ d'action et les possibilités de ces organismes internationaux et régionaux. D'accord. Il faut reconnaître que les différentes crises qu'a connues le Congo ont fragilisé le secteur de défense et de sécurité. Et ça, c'est à mettre à l'actif de tout ce qui se passe actuellement. Et on a vu aussi avec l'arrivée du président Félix Tshisekedi, en tout cas, le pays connaît une croissance assez solide, assez robuste. Mais ces dernières années, justement, on a vu le Congo s'appuyer fortement sur son secteur minier. Et même en fin décembre 2024, le président Félix Tshisekedi, ou l'État congolais, l'État de la RDC, avait porté plainte contre un géant de la technologie, Apple, censé utiliser, qui est accusé d'utiliser des produits illégaux qui transitent par le Rwanda. Ces tensions, est-ce que derrière cette crise qu'on voit dans l'est de Goma de la RDC, c'est pas une tension géopolitique qui se joue un peu à l'international, ces grands groupes internationaux? Mais M. Stéphane, lorsque j'ai pris la parole pour mon préambule, j'ai dit qu'il y avait deux types de causes. Les causes officielles, les causes non officielles. Dans la cause non officielle, on voit une raison pécuniaire. Aujourd'hui, on a l'impression que la communauté internationale laisse le Rwanda attaquer la RDC sans rien dire. Mais pourquoi est-ce que
des pays qui sont, du point de vue de la Charte des Nations Unies, qui doivent bénéficier d'une intégrité territoriale, du point de vue des différents textes qui régissent les différentes structures sous-régionales. Pourquoi est-ce que la communauté internationale ne branche pas? Ça, c'est la première interrogation qu'il faut se poser. La deuxième interrogation qu'il faut se poser, quelles sont les richesses qui sont sur ces sites, là où il y a des crises? C'est la deuxième question qu'il faut se poser. Maintenant, quand on fouille, on se rend compte que c'est certains pays, je l'ai dit tantôt, la RDC seule peut approvisionner toute l'Afrique en électricité. La RDC, c'est un scandale géologique. La RDC, c'est un pays qui jouit de matières premières qu'on appelle critiques, qui sont utilisés aujourd'hui dans les composants d'ordinateurs, pour des batteries, de véhicules électriques. Aujourd'hui, la RDC se trouve au centre de la géopolitique mondiale parce que la transition vers l'utilisation de nouvelles sources d'énergie, la transition vers des modèles économiques plus durables passe nécessairement par le sous-sol de la RDC. Comment contrôler ces richesses? Comment les avoir? Raison pour laquelle, pour moi, la RDC est dans cette difficulté. Et le fait que la RDC porte plainte contre Apple, pour moi, c'est un signe avant-coureur qui montre que la RDC est convoitée. La situation que la RDC vit s'explique par la richesse de son sous-sol, d'où la RDC pourrait être victime de son sous-sol. Alors, Géladi Bamba, vous, comment vous analysez cette question? Oui, je suis parfaitement d'accord avec lui. Déjà, il faut comprendre que, comme on l'a dit, les groupes armés au Congo sont soutenus par des puissances voisines. Et peut-être vous le savez, il y a beaucoup de pays occidentaux qui investissent dans des entreprises installées dans ces pays-là, qui travaillent à partir de ressources que ces pays-là ne fournissent pas forcément, mais qu'on trouve essentiellement au Congo. Donc déjà, ça pose un problème. Pour ce qui se passe, pour ce qui a été de la plainte qui a été posée par le Congo, c'est normal parce que on se souvient que lors de la crise syrienne, il y avait eu le même problème avec l'entreprise suisse Lafarge Holding, le groupe Lafarge en Suisse. Et donc, on espère que cette plainte aboutira et qu'on aura, ça servira d'exemple parce que ça pose le problème de la responsabilité sociétale des entreprises, surtout dans ce genre de pays-là. Et il faut le dire, très souvent c'est ce qui alimente les conflits dans les pays fragiles, surtout dans nos pays africains. Alors on a vu aussi que dans les heures chaudes de cette crise, il y a à peine quelques jours, quelques heures même, certaines représentations diplomatiques ont été attaquées. Est-ce que le Congo, la RDC, qui appelle la communauté internationale, a venu lui donner un coup de main pour juguler cette crise? Les populations de ce Congo qui vont encore saccager ces représentations diplomatiques, est-ce que ça ne va pas poser un problème? Pas tant que ça. Parce ces ambassades attaquées peuvent décider de ne plus soutenir la RDC. Non, pas forcément. Vous savez, dans ce genre de cas, il y a bien entendu des soulèvements, mais cela ne vient pas forcément de la population. Excusez-moi, cela ne vient pas forcément de l'État. Ce sont des actions qui sont menées comme ça, par des groupes de population qui veulent montrer leur mécontentement. Je ne pense pas que cela mettra à mal les relations entre le gouvernement congolais et ces différents pays-là. Ceci étant, j'espère que ce gouvernement réagira en conséquence et prendra des dispositions pour protéger ces représentations diplomatiques-là. Et maintenant, sur le front de l'économie même au niveau de la sous-région, une telle crise, quel impact est-ce que ça peut avoir sur les échanges commerciaux au niveau de cette région de l'Afrique? Mais M. Stéphane, vous n'êtes pas censé ignorer qu'on ne peut pas développer une économie s'il n'y a pas de sécurité. S'il n'y a pas de sécurité, les routes sont coupées, il n'y a pas de vol, il n'y a pas de convoiement d'énergie, alors que l'énergie n'est rien d'autre que alors que l'économie n'est rien d'autre que la transformation de l'énergie. Donc il y aura nécessairement des impacts sur le plan financier, sur le plan des trafics, des échanges entre les pays transfrontaliers. Donc toutes ces questions auront aussi des répercussions sur les populations locales qui certainement s'approvisionnent ou vivent à partir des produits qui viennent de l'extérieur. Donc voici un peu ce qu'on pourrait dire sur les impacts socio-économiques de cette crise. En ce qui concerne la RDC, les pays aux alentours. Les pays alentours, quand on regarde aussi, on a parlé beaucoup de minerais, de matières premières. Est-ce qu'avec cette crise, on va dire la production de la RDC sera affectée? Est-ce qu'on aura des tensions sur les prix du cobalt? Parce qu'on sait quand même que la RDC, c'est 2/3 de la production mondiale de cobalt, de diamants et autres. Bien entendu, comme pour toute matière première importante, lorsqu'elle vient d'un produit, lorsqu'elle vient d'une zone qui connaît des conflits,
généralement les coûts montent. Donc ça, c'est évident. Et pour revenir sur votre question précédente, je tiens à préciser que ces combats se passent dans l'est du Congo. Et le Congo importe des produits essentiellement venant de l'est, notamment des pays comme la Zambie, la Tanzanie. Donc ça va influencer leur économie, ça va influencer le pouvoir d'achat des populations. Et pour revenir sur ce dont vous parlez, ces matières premières connaîtront des coûts qui vont grimper. Ça, c'est évident. C'est évident. Et bon, on espère que on espère que cet impact sera réduit. Alors, permettez-moi de poser un peu cette question un peu pernicieuse. On ne le souhaite pas, mais à qui profite réellement ce genre de tension, ce genre de crise? Mais ce genre de crise profite aux acheteurs qui bénéficient d'achats illégaux, qui ne remplissent pas les critères éthiques. Aujourd'hui, tout à l'heure, la parole de responsabilité sociétale. La responsabilité sociétale ne prend pas seulement en compte le volet préservation de l'environnement, le volet développement durable, mais également il y a le volet éthique, la transparence des affaires, l'équité dans les affaires. Donc, vous savez, les crises perdues, les crises dures, parce qu'il y a forcément des personnes qui tirent des intérêts juteux. Et cette situation est vraiment triste, elle est vraiment désolante. Mais tout porte à croire qu'il y a des puissances, il y a des forces externes, des mains noires, invisibles, qui exploitent cette situation d'insécurité des chiens-lits pour rentabiliser au niveau de leur chiffre d'affaires. Alors si je me réfère un peu, on a vu un peu dans la zone du Sahel, le Mali, le Niger, le Burkina, quand ces tensions ont commencé, on a vu un peu les tensions diplomatiques avec certains pays occidentaux et le rapprochement avec certains pays, notamment la Chine, la Russie. Est-ce que dans ce cadre de figure au niveau de la RDC, on pourrait voir la RDC se tourner un peu plus vers l'Est? Mais Monsieur Stéphane, aujourd'hui, on assiste à un monde en pleine mutation, en plein dynamisme. Et avant, c'était un monde unipolaire, où c'était les Occidentaux qui patronnaient tout, qui impulsaient la dynamique, qui montraient la direction que le monde devait prendre. Mais aujourd'hui, on a l'avènement des BRICS. Vous savez, la crise, pour ne pas dire la guerre, entre l'Ukraine et la Russie est une guerre qui est révélatrice. Parce que vous savez tous, tout le monde le sait, et c'est un secret de Polichinelle, que la Russie a combattu face au monde entier. La Russie a combattu face à l'OTAN, face aux États-Unis, parce qu'on sait que l'Ukraine était armée par les puissances occidentales. Mais la Russie a tenu. Tout ça montre que la Russie a son mot à dire dans le monde géopolitique. Et aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'il faut arriver à un monde multipolaire? Il faut arriver à un monde multipolaire afin que les États pauvres arrivent à avoir une multiplicité de partenaires économiques qui leur permettent de produire de la richesse. Parce que le système qu'on connaît, le système occidental est décrié par plusieurs. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est plusieurs qui le disent. On peut même citer plusieurs économistes qui ont travaillé sur ces questions. Et pour moi, cette situation, ça remet encore la pertinence de la problématique de l'émergence d'autres blocs socio-économiques qui permettront de pouvoir équilibrer les rapports diplomatiques, les rapports politiques entre États. Parce que n'oubliez pas, aujourd'hui la diplomatie, c'est vrai qu'on l'a définie comme les critères, les rapports de bonne courtoisie entre États. Mais attention, dans la diplomatie, il n'y a que les intérêts qui comptent. Il n'y a que les intérêts de chaque État. Dans la diplomatie, il n'y a pas d'amis, il n'y a que les intérêts. À partir du moment où il y a des divergences en matière d'intérêts économiques, vous allez voir que les positions vont vaciller. Les positions vont vaciller. Alors, M. Ladjibamba, là, je me tourne encore vers vous. On parle en tout cas de positions fortes de la RDC. Pour vous, qu'est-ce qu'il faille faire actuellement pour mettre un terme à toutes ces histoires? On a vu que le dimanche, en fin de semaine passée, au niveau des Nations Unies, il y a une rencontre pour statuer sur cette question. Et quelques jours après, on a cette escalade de la violence dans l'est de Goma. D'accord, monsieur. Avant tout propos, il faut préciser que la RDC doit marquer, le gouvernement congolais doit marquer sa présence sur le territoire congolais de façon plus efficace. Parce que vous savez, dans ce pays, à cause des crises que ce pays a connues, il y a une insuffisance de l'État sur l'étendue du territoire. Donc déjà, il y a ça. Ensuite, elle doit revoir sa diplomatie. Sa diplomatie doit être beaucoup plus offensive. Elle ne doit pas faire qu'avec ses partenaires actuels qui sont les pays de l'Afrique de l'Est. Comme M. Alain le disait, le monde est multipolaire aujourd'hui. Le monde est multipolaire. Un État est fort compte tenu des alliés qu'il a.
Mais quand on regarde aussi la taille de la RDC, M. Kouadio l'a rappelé tout à l'heure, c'est pratiquement 2 345 000 km². C'est un vaste territoire. Le pays a besoin de partenaires pour pouvoir assurer, en tout cas pour le moment, la défense de son territoire. Comment est-ce que cette assurance, cette sécurisation peut être faite si déjà il y a cette fragilité? Kenya, Ouganda, Rwanda, chacun va de son côté. Voilà pourquoi je disais qu'elle doit revoir sa diplomatie. Elle doit être beaucoup plus offensive. Elle doit revoir ses rapports avec ses voisins. Si je ne me trompe, c'est le seul pays d'Afrique à avoir 9 frontières. Bon, ça ne signifie pas que cela soit forcément problématique, mais ça met en avant la complexité de ses rapports avec les pays qui l'entourent. 9 frontières, ce n'est pas rien. Voilà pourquoi le Congo doit avoir une diplomatie plus offensive. Elle doit multiplier les partenaires extérieurs et surtout, avoir des alliés qui soient forts. Avoir des alliés qui soient forts. Monsieur Alain Kouadio, comment est-ce que vous appréciez? Qu'est-ce qu'il faille faire? Oui, j'abonde dans le même sens que lui. Vous savez, quand vous héritez d'un pays qui est très vaste, d'un pays qui a fait des décennies de crise, d'un pays qui a des difficultés structurelles du point de vue économique, d'un pays dont l'investissement dans les infrastructures est insuffisant au point où les populations sont vulnérables. Quand vous héritez d'un tel pays, vous avez un chantier qui est énorme. Et comme il a si bien dit, il faut une nouvelle politique diplomatique. Parce que la politique diplomatique qu'a appliqué la RDC depuis son indépendance jusqu'à maintenant n'a pas porté ses fruits. Cette politique n'est pas fructueuse, cette politique n'est pas compétente. Il faut de nouveaux partenaires. Et à ces nouveaux partenaires-là, il faut associer un cahier des charges assez responsable et que je peux qualifier de gagnant-gagnant, notamment dans le domaine de la sécurité. Et ça, c'est l'un des secteurs sur lesquels la RDC doit beaucoup amplifier ses investissements. La sécurisation des frontières, la sécurisation intérieure. Et c'est à partir de ces éléments-là que le volet socio-économique pourra enregistrer des investissements massifs au regard de son plein potentiel qu'elle a. Mais toujours est-il que le problème de la RDC est fonction de ses rapports avec le monde diplomatique. Et parlons de sécurisation, on sait un pays a besoin de stabilité pour pouvoir se déployer, pouvoir garantir son économie. On a vu que le pays a attiré un important flux financier au niveau de tout ce qui est secteur minier et autres. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que la RDC, même si je m'en tiens à ce que vous avez dit, il lui faut une armée forte, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui la RDC a les moyens de revenir à une certaine stabilité? Oui, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Comme je l'ai dit... En se garantissant un accord avec le Rwanda, ou bien vous pensez qu'il faille être catégorique avec le Rwanda? Mais je pense que la communauté internationale doit être sincère et dire au Rwanda d'arrêter de faire des incursions en RDC. Parce que chaque État a ses limites. Il faut respecter les limites étatiques. Ça, c'est le premier point sur lequel je vais abonder. Le deuxième point, comme je l'ai dit, je le répète, au lieu de me répéter, la RDC doit revoir sa politique diplomatique. La RDC doit nouer de nouveaux partenariats diplomatiques, de nouveaux accords diplomatiques avec d'autres États susceptibles et capables de l'aider à gérer certains problèmes qui sont d'autres cruciaux du moins, et qui impactent la sécurité, qui impactent la survie économique de cet État. D'accord. Messieurs, en tout cas, une demi-heure, c'est insuffisant pour parler de tout ce qui se passe au niveau de ce pays frère qu'est la République démocratique du Congo. Donc c'est ici que nous mettons un terme à cette émission. Vous pourrez retrouver ce débat, ces échanges sur toutes nos plateformes. Merci encore pour vos contributions. Je rappelle, Alain Kouadio, RSE, ESG, Développement Local, et Ladji Bomba, socio-économiste. Merci encore et à très bientôt sur nos antennes. Agréable suite au programme.